Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuses de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit, l'EDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je reçois Pierrick Le Goff, avocat associé du cabinet De Gaulle Fleurance. Pierrick, merci beaucoup d'être avec nous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Audrey, je vais très bien, merci. C'est vendredi, donc tout va bien. C'est vrai, c'est vendredi avant le week-end, donc c'est en effet une bonne nouvelle. Donc merci d'être venu passer votre vendredi matin, ou une partie en tout cas avec moi, pour enregistrer ce podcast. Je crois qu'en plus c'est le premier podcast que vous enregistrez. Oui, en effet, j'innove. C'est une première pour moi. Eh ben merci beaucoup, en tout cas. Alors, en 2015, vous étiez un de nos premiers invités pour les matinales Fed Legal qu'on a commencé à organiser. Donc, ça fait 8 ans, à peu près. Donc, ça remonte un petit peu. Vous étiez venu parler de contract management. Et aujourd'hui, vous acceptez d'être invité à notre podcast L'entrepreneur du droit. Donc, merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité puis d'avoir suivi mon parcours tout au long de ces années. Et il s'est passé plein de choses, donc j'ai hâte que vous nous racontiez tout ça. Est-ce que justement vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui vous êtes ? Oui, donc Pierrick Le Goff, je suis avocat associé chez De Gaulle Fleurance. J'interviens principalement en arbitrage international et en compliance. Au niveau de mon parcours, j'ai un parcours qui est très marqué par l'international. Déjà au niveau académique, après mes études de droit en France, je suis parti en Allemagne. J'ai fait un master, une thèse de doctorat en Allemagne. Et puis j'ai continué mon parcours international avec les États-Unis où j'ai fait un LLM et le barreau de New York. Et puis quand je suis revenu, j'ai commencé ma carrière de manière assez similaire en cabinet d'avocat d'affaires et en passant assez rapidement en entreprise parce que je voulais découvrir le monde. J'ai été 15 années en expatriation en Angleterre, en Allemagne, en Suisse alémanique. J'ai rejoint le groupe Alstom. J'ai commencé comme juriste junior, j'ai terminé comme directeur juridique du groupe et depuis 4 ans, je suis revenu dans la profession d'avocat. Et bien, en effet, très très beau parcours pour le coup, et chez Alstom. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est ce repassage entre guillemets en cabinet, on va en reparler. Quand vous avez débuté vos études de droit, vous aviez quoi en tête ? Alors, j'avais des idées assez marquées, assez prononcées, justement, sur l'international. J'ai fait des études de traducteur-interprète en parallèle de mes études de droit, donc pour le bagage linguistique. Et c'était vraiment dans un esprit de me tourner vers l'international, vers le droit des affaires internationales. Et ça a vraiment marqué la suite de mon parcours. Oui, en effet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rêvent de partir international et vous l'avez fait et durant les études et durant votre carrière. Ouais. Comme vous le disiez, vous êtes assez rapidement passé côté entreprise avec quelque chose de encore plus business, en tout cas comme on dit parfois côté entreprise. Vous avez été jusqu'au bout, même si d'autres personnes continuaient sur d'autres postes de directeur juridique groupe. Là, vous êtes arrivé en tant que numéro 1 chez Alstom. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de passer en fait côté cabinet, de quitter ce monde qui a priori vous plaisait ? Oui, alors c'est vrai que le monde entreprise m'a beaucoup plu, c'était vraiment passionnant. En fait, le retour en cabinet d'avocat, quelque part, une promesse personnelle que je m'étais faite. J'ai basculé finalement en entreprise parce que en tant que collaborateur junior, je me sentais très loin des préoccupations des clients. J'avais vraiment des difficultés à percevoir, par exemple, le pouvoir de négociation, les enjeux vraiment stratégiques d'un client. Donc à l'époque, je me suis dit, je vais aller faire un tour en entreprise pendant 2 ou 3 ans pour voir comment ça se passe, et puis ensuite je reviendrai. Il se trouve 2 ou 3 ans, ça a été plus long. Voilà, ça a été plus long parce que après j'ai été happé par mon parcours en entreprise, beaucoup d'opportunités, de développement de carrière qui sont présentées au sein du groupe. Et donc à chaque fois, je repoussais l'échéance, j'avais de nouveaux enjeux qui se présentaient. Et puis en 2019, j'ai estimé que voilà, à un moment il fallait savoir refermer la page. C'était le bon moment. J'avais préparé mon retour assez longtemps à l'avance. J'avais informé ma hiérarchie assez longtemps à l'avance pour que les choses se passent sereinement, que j'ai le temps de préparer ma succession. Donc voilà, c'était
window of opportunity, comme on dit. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'imagine. Oui, ça s'est préparé pendant de longs mois, du coup, avant, oui. Oui, c'était vraiment un élément important pour moi. Tout d'abord, dans un esprit de loyauté, j'ai passé 25 ans chez Alstom. C'est une entreprise à laquelle je suis très attaché et qui m'a donné beaucoup. Donc voilà, je voulais pas partir comme un voleur et je voulais vraiment que les choses se passent de manière ordonnée et coordonnée. J'ai eu la chance de pouvoir passer mon siège de directeur juridique à une personne de mon équipe, Emmanuel Petrovic. Et donc, c'est une satisfaction personnelle de pouvoir avoir développé ma succession de l'intérieur. Comment ça se passe quand on veut passer, vous aviez envie de repasser côté cabinet? Est-ce qu'on est venu vous chercher, justement vous chasser? Est-ce que c'est vous qui avez commencé à regarder un petit peu l'endroit vraiment où vous pourriez repasser dans les meilleures conditions possibles? Ça se passe comment quand on est directeur juridique et qu'on veut repasser côté cabinet? Oui, alors là, en l'occurrence, je n'ai pas été chassé parce que c'était un projet personnel, donc j'étais vraiment à l'initiative de ce projet. En revanche, c'est vrai que comme c'est un projet que j'ai préparé de longue haleine, c'était vraiment important pour moi de choisir une structure adaptée à mon projet. Je connaissais déjà le cabinet de Gaulle Fleurance pour avoir travaillé en tant que juriste d'entreprise avec certains associés de la structure. Donc, je connaissais l'esprit entrepreneurial de Gaulle Fleurance. C'est une société d'avocats qui accueille régulièrement d'anciens juristes d'entreprise. Donc, je savais aussi que il y avait cette flexibilité de pouvoir se développer avec un parcours de juriste d'entreprise. Donc voilà, c'était un bon match. D'accord. Et alors, comment le passage s'est passé? C'est-à-dire que là, du haut, en main presque, vous êtes directeur juridique au groupe d'Alstom, une énorme structure internationale. Et puis, vous rejoignez un cabinet très important aussi, mais c'est pas le même métier, du coup. Vous avez fait quoi les premiers jours? Alors, c'est vrai que même en s'y préparant longtemps à l'avance, il y a quand même un temps d'adaptation nécessaire. Il y a certains aspects qu'on peut sous-estimer, d'autres qu'on peut surestimer. Les premiers jours, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le silence comparé à l'effervescence du monde de l'entreprise. Quand j'ai quitté mes fonctions de directeur juridique, j'avais 330 personnes dans mon département. Donc, je passais vraiment beaucoup de temps avec mes équipes, beaucoup de temps en réunion, comité exécutif, conseil d'administration, assemblée d'actionnaires. Vous croisez énormément de personnes dans les bureaux, vous descendez à la cantine, vous rencontrez des personnes de la finance, des ressources humaines, des ingénieurs, des commerciaux. Tout le temps, toute la journée. Voilà, c'est vraiment le bouillonnement en permanence. Et puis les premiers jours de retour en cabinet d'avocat, c'était évidemment beaucoup plus studieux. Bon, déjà, il fallait que je lance mon activité, donc par définition, au début, c'était plus calme. Mais c'est surtout que voilà, vous êtes dans votre bureau, vous étudiez la doctrine, vous étudiez la jurisprudence, vous replongez dans l'écriture. Donc il y a un travail très différent finalement dans l'approche. Et du coup, ça vous a pris longtemps justement pour vous remettre. Il y avait quand même un aspect technique, j'imagine, fort aussi en tant que DJ Group, mais ouais, ça vous a pris quand même un petit peu de temps juste pour vous remettre le curseur un petit peu différent de passer de l'entreprise à cabinet. Oui. Ouais, je pense que remettre le curseur, c'était assez rapide. D'accord. Alors, je pense que mon parcours international auquel on faisait référence en introduction m'a beaucoup aidé dans les capacités d'adaptation, parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays, dans des environnements différents. Donc, je pense que replacer le curseur dans un autre sens, c'était assez rapide. Mais ce qui était peut-être plus long, ou c'était peut-être un manque de patience de ma part, mais c'était vraiment de redévelopper une activité en partant de zéro, puisque je suis reparti d'une feuille blanche, et donc j'ai dû choisir mes domaines d'activité, me faire connaître dans mon nouveau rôle, et puis faire mes preuves sur des dossiers, et puis sur des techniques qui sont assez différentes de celles qu'on peut utiliser en entreprise. Bon, l'exemple un peu cliché, c'est celui de la plaidoirie, mais c'est vrai que on fait pas vraiment de plaidoirie en interne en entreprise. Donc il y a des aspects de procédure et de technique du droit qu'il fallait se réapproprier. Mais bon, la seniorité et l'expérience, je pense, m'a permis peut-être d'avancer plus vite qu'en début de parcours. Et justement, vous dites la plaidoirie, qu'est-ce que ça fait de remettre la robe et de
replaider en fait. Quel était votre sentiment? Oui, alors c'est vrai qu'il y a déjà il y a toute une symbolique de la robe d'avocat. Elle est accrochée dans mon bureau. Je la regarde souvent quand j'arrive au bureau. C'était pas la même qu'il y a du coup 25 ouais, mais ans. c'est surtout que quand je suis revenu en France, comme je revenais des États-Unis, de toute façon il n'y a pas de robe aux États-Unis. Mais ensuite, sont des exercices en fait difficiles. Ça quelque part c'était intéressant de retrouver un certain tract positif. C'est vrai que quand vous reprenez l'exercice de la plaidoirie, c'est l'un des aspects peut-être que j'avais sous-estimé parce que j'ai eu l'habitude pendant très longtemps d'enseigner. D'ailleurs, j'enseigne toujours à l'école de droit de Sciences Po, donc j'ai l'habitude de parler assez longuement aux étudiants sans notes. Quand j'interviens dans des conférences, c'est un peu pareil, je me détache de mes notes. Je pensais que c'était une technique qui m'avait vraiment bien préparé pour les plaidoiries. Finalement, l'exercice est quand même très différent. Il faut être en alerte permanente. Bon, j'interviens dans le domaine de l'arbitrage international, donc on peut avoir des plaidoiries qui sont très longues, qui s'étalent sur une journée entière. Et il faut vraiment se concentrer très fortement. On est vraiment épuisé à la fin de la journée de plaidoirie. Et voilà, ça m'avait un peu surpris au début. Et puis j'ai pris goût à l'exercice. Ça fait partie des moments finalement assez palpitants de la profession d'avocat. D'accord. Donc un passage heureux. Oui, un passage très heureux, très épanoui. Ok. Comme vous le savez, le titre du podcast, c'est l'entrepreneuriat. On reçoit aussi des directeurs juridiques et directrices juridiques que des professionnels du droit, que des avocats. Bon, vous avez les 3 casquettes, professionnel du droit, ancien directeur juridique et avocat associé aujourd'hui. Est-ce que là, aujourd'hui, vous avez cette casquette entrepreneur, surtout de faire une clientèle, de toujours développer. Est-ce que vous estimez déjà entrepreneur quand vous étiez chez Alstom? Je suis pas convaincu que j'étais vraiment dans une approche entrepreneuriale en entreprise. Je pense que peut-être c'est lié à la différence d'approche des dossiers. C'est-à-dire que quand j'étais en entreprise, je suis intervenu sur des dossiers vraiment passionnants, structurants, très opérationnels. Mais quelque part, les dossiers arrivaient plus ou moins automatiquement sur mon bureau, c'est-à-dire la direction générale décide une opération d'acquisition, un litige survient, vous êtes sollicité, mais ça fait partie de votre quotidien journalier. Quand vous basculez profession libérale, avocat, je pense que le côté entrepreneurial fait surface ou doit faire surface assez naturellement, parce que pour du coup là les dossiers tombent pas du ciel tout seuls sur votre bureau, donc il y a quand même une démarche qui consiste à se rendre visible, à se tourner vers l'extérieur, à faire connaître ses compétences. Si vous êtes sollicité, ça vient pas en principe par hasard. Donc la démarche est assez différente et je pense que je me suis mis un peu naturellement dans cette démarche en adaptant l'aspect profession. Et justement, comment on passe de directeur juridique d'un grand groupe à justement avocat, où vous avez 0 client en arrivant le premier jour, j'imagine. Quelles ont été un peu les démarches pour vous rendre visible et développer votre clientèle, des astuces aussi pour ceux qui voudraient passer le cap? Non, c'est vrai que c'est une question très pertinente. Je crois que je pense que la clé de cette réponse déjà, c'est la préparation en anticipation. En fait, quand j'étais en entreprise et comme j'avais ce projet de long terme, à un moment ou à un autre, de revenir en cabinet d'avocat, j'ai essayé de travailler sur les aspects que justement on travaille moins en entreprise. Alors, vous l'avez dit en introduction, en entreprise, c'est très business, très opérationnel. Et puis, quand vous montez dans la hiérarchie, vous prenez une dimension très managériale. Donc, vous avez l'encadrement des équipes, la gestion des budgets, la stratégie. Vous avez progressivement peut-être un peu tendance à vous détacher de l'approche du droit sous l'angle scientifique. Donc, c'était très important pour moi, pendant mes années en entreprise, de travailler sur les composantes dont je savais que j'allais avoir à nouveau besoin plus tard. C'est ce qui explique pourquoi je suis resté très attaché à l'enseignement, parce que l'enseignement, vous devez rester à jour de l'évolution du droit, de la doctrine. Vous avez des débats avec les étudiants, donc vous êtes vraiment dans la réflexion juridique. J'ai très tôt écrit et publié des articles
de droit pour m'obliger à me plonger dans les lectures, l'exercice de l'écriture est un exercice important comme avocat, soit quand vous rédigez des consultations ou alors en arbitrage international quand vous rédigez des mémoires qui sont soumis au tribunal. Donc le travail sur l'écriture et la réflexion juridique était très important pour justement au niveau visibilité travailler sur les acquis et les aspects très positifs de l'expérience en entreprise, de la compréhension des enjeux opérationnels, mais de les combiner avec l'approche scientifique du droit qui est fondamentale dans la profession d'avocat. D'accord. Et vous le disiez, les enjeux business vous ont aidé aussi dans cette nouvelle fonction que vous avez depuis quelques années maintenant au cabinet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez apprises en tant que juriste et ensuite en tant que directeur juridique qui vous servent encore aujourd'hui? Alors oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Parfois, j'y fais pas nécessairement attention, j'y prête pas nécessairement attention, mais je pense que et c'était d'ailleurs l'objectif que je m'étais fixé en basculant en entreprise, mais la compréhension des rouages internes de l'entreprise, la compréhension des systèmes de décision en interne, des processus de décision, des impératifs financiers de l'entreprise, par exemple l'interaction entre les litiges et les analyses de risque en entreprise, les interactions entre les opérations de structuration et puis les clôtures fiscales, enfin tous ces éléments de la vie interne de l'entreprise qu'on voit pas nécessairement en tant qu'avocat. Je pense que ça m'aide beaucoup pour comprendre en fait les attentes des clients, les attentes sur les livrables et tout simplement le dialogue en fait avec le client. Et il y a quelque chose qui vous manque, même si le passage a l'air très réussi, que ça vous plaît beaucoup, mais est-ce qu'il y a des éléments de votre vie de juriste en entreprise qui peuvent vous manquer aujourd'hui? Oui, mais je pense que ce qui me manque le plus sont les personnes. J'avais des équipes très conséquentes. La relation avec les personnes est également très présente en cabinet d'avocat. C'est des équipes plus resserrées. Oui. Mais c'est vrai que mes amis en entreprise me manquent. J'aimais bien aussi la cantine. Bon, j'espère que vous pouvez retourner de temps en temps pour voir vos anciens collaborateurs. Justement, j'ai vu dans pas mal d'interviews et de portraits que vous avez, qui ont été publiés, que vous parlez justement de vos équipes, du collectif. Donc on en parle aussi aujourd'hui, donc c'est très chouette justement. Et on a parlé d'ailleurs d'Emmanuel Petrovic qui a pris votre succession chez Alstom Transport. Pourquoi c'est si important en fait à vos yeux, ce côté collectif, ce côté équipe justement, comme vous en parlez assez souvent de manière très sincère et avec beaucoup d'enthousiasme? Déjà, je vois que vous avez fait votre due diligence, mais c'est vrai que le collectif, le travail en équipe, c'est très important pour moi. D'abord parce que je trouve que c'est assez ennuyeux de travailler tout seul, et puis surtout parce que l'union fait la force. Donc, quand vous travaillez en équipe, que vous jouez collectif, vous donnez beaucoup, vous recevez beaucoup en échange, et puis c'est surtout que vous pouvez combiner les forces présentes. C'est important en entreprise quand vous êtes sur par exemple des grosses opérations de fusion-acquisition, de création de joint venture ou autre. Vous devez vraiment mobiliser les différentes compétences de vos équipes. En cabinet d'avocat, c'est pareil. Si on prend l'exemple de l'arbitrage international sur lequel j'interviens en dominante, vous allez avoir des avocats qui vont se concentrer sur les enjeux financiers des dossiers, d'autres sur les enjeux techniques, d'autres sur la compréhension des faits, d'autres sur la réflexion juridique. Et quand vous mettez toutes ces compétences ensemble, vous pouvez vraiment atteindre des objectifs qui tout seul seraient impossibles. Donc pour moi, c'est vraiment une composante très très importante de la vie professionnelle. Et justement, au départ, ce n'était évidemment pas le cas, mais vous êtes devenu manager avec le temps, surtout en tant que directeur juridique groupe. Donc vous n'étiez pas non plus en manager direct de 330 personnes, heureusement. Vous n'auriez pas eu le temps de dormir sinon, mais, ouais. Mais qu'est-ce qui caractérise votre management, pour le coup? C'est quoi un bon manager? Je pense que pour moi, la qualité première du bon manager, c'est vraiment l'écoute. On m'a souvent fait la réflexion quand j'étais en entreprise que je passais beaucoup de temps à recevoir les personnes de mon équipe et être dans l'écoute et la compréhension, en tout cas de l'état d'esprit. Je pense que ça c'est primordial. Si vous n'êtes pas dans l'écoute, vous pouvez pas comprendre ce qui se passe autour de vous.
Ensuite, je pense que le bon manager, et c'est une règle que je me suis appliquée dans tous mes postes, c'est celui qui prépare sa succession. En principe, ça devrait être l'obsession numéro 1 quand vous prenez un poste. Développer votre succession d'abord parce que c'est développer la flexibilité. Si vous n'avez pas de succession prête, vous restez finalement un peu bloqué dans votre poste parce que quand votre nom est mentionné pour des postes potentiels, la réponse va être oui, mais qui va prendre sa succession. Donc, si vous préparez votre succession, vous préparez en même temps votre avancement. Mais c'est surtout, je pense, la satisfaction personnelle d'avoir su faire grandir des personnes autour de vous. D'accord. Très intéressant cette vision justement que ça vous sert à vous aussi personnellement, du coup, de faire développer des équipes, mais tout le monde est bénéficiaire justement d'être un bon manager et de faire développer du coup les équipes. Et justement, aujourd'hui vous êtes entrepreneur, donc peut-être un peu moins manager qu'auparavant. Est-ce que justement ces qualités-là peuvent vous servir d'écoute justement, j'imagine que oui, mais dans la partie entrepreneuriale plus de votre métier justement. Vous l'idée dans l'approche avocat oui, justement. Ma nouvelle dimension. Oui, je pense que les règles restent assez similaires. Alors, c'est vrai que les équipes sont plus resserrées, comme on le disait tout à l'heure. Mais le fait d'être dans l'écoute, c'est très important, pas seulement d'ailleurs sous l'aspect managérial, mais sur l'aspect de traitement des dossiers. Quel que soit le niveau de seniorité, le niveau d'expertise, tout le monde peut avoir d'excellentes idées. Et quand vous êtes dans l'écoute, vous assurez de ne pas passer à côté d'une bonne idée qui peut venir de membres de l'équipe et qui sont très importantes pour la gestion des dossiers. D'accord. On a parlé, évidemment d'entrepreneuriat et d'être un bon manager aussi. Donc, je reviens sur l'entrepreneuriat. Pour vous, c'est quoi un bon entrepreneur et c'est quoi un bon entrepreneur du droit? C'est différent. Alors, c'est pas une question facile, mais déjà, je trouve que dans le mot entrepreneur, il y a le mot entreprendre. Donc, je pense qu'il faut savoir développer une vision, il faut savoir comprendre les évolutions du marché, comprendre les attentes, savoir se faire connaître et se faire reconnaître. Et voilà, développer des domaines d'activité pour lesquels, en tout cas, vous espérez que les personnes qui vous sollicitent vont se sentir en confiance et vont vraiment avoir le sentiment que vous allez développer le meilleur de vous-même pour défendre leurs intérêts. D'accord. On a parlé du collectif, on a parlé du management, on a parlé d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez eu des mentors durant votre carrière? Oui, j'ai eu beaucoup de mentors dans ma carrière. Je continue d'ailleurs à en avoir. Je pense que ça a commencé déjà au niveau de l'université. J'ai eu beaucoup de professeurs qui ont été des mentors parce que j'admirais leur agilité intellectuelle, leur bienveillance en tant qu'étudiant. Et puis dans le monde de l'entreprise, beaucoup d'anciens supérieurs hiérarchiques qui ont été bienveillants sur mon développement de carrière, m'ont suivi, m'ont donné des opportunités, ont sans doute parfois pris des risques en me confiant très jeune des postes importants. Donc ça c'était vraiment utile et j'en garde un très bon souvenir. Je continue à avoir des mentors dans la profession d'avocat, des gens avec qui je travaille régulièrement. Je pense notamment à mon associé Samantha Nataf en arbitrage, avec qui je travaille en tandem de manière régulière sur les dossiers d'arbitrage. Donc voilà, beaucoup de jeunes aussi qui m'entourent. C'était un peu les retrouvailles parce que c'est vrai que en entreprise, quand vous atteignez les fonctions de directeur juridique, vous travaillez quelque part avec votre garde rapprochée. Oui. Ce sont des personnes très expérimentées. J'avais trouvé que dans mes dernières années en entreprise, j'avais perdu un peu le contact avec les jeunes juristes. Et là, je le retrouve en cabinet d'avocat puisque vous travaillez avec des collaborateurs qui arrivent
sur le marché du travail. Ils font partie de l'équipe et qui travaillent à vos côtés. Donc ça, c'était un grand plaisir de retrouver le contact avec la jeune génération dans mes dossiers. Vous l'aviez toujours un petit peu aussi, mais avec votre casquette enseignant aussi, professeur à l'université. Aussi, oui, c'est vrai que c'est vrai que le contact avec les étudiants est également une relation intéressante parce que vous apprenez beaucoup de choses sur les préoccupations des jeunes. Et ça vous donne également une sorte d'adrénaline pour continuer vous-même à approfondir la réflexion sur le monde. Et justement, est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration, peut-être même en dehors du droit? Enfin, peut-être que vous adorez lire des livres d'arbitrage tout le temps, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous inspirent? Non, il y a quand même d'autres choses, mais ça va peut-être vous surprendre parce qu'on parlait à l'instant de l'aspect collectif, de l'aspect travail en équipe. Je pense que pour moi, la meilleure source d'inspiration, c'est peut-être certains moments de solitude, c'est-à-dire que, alors c'est un peu aussi une technique de gestion du stress, mais j'ai besoin de temps en temps d'isolement et de solitude pour me ressourcer. Ça peut être s'asseoir sur un banc dans un parc, ça peut être une randonnée en montagne, mais c'est très important pour pouvoir débrancher, pour pouvoir se repencher sur une réflexion personnelle. Et souvent, je m'aperçois que c'est en tout cas une source d'inspiration parce que ça me permet de me poser des questions que j'ai pas le temps de me poser quand je suis vraiment dans le bouillonnement des dossiers. D'accord, un petit peu comme une bulle que vous créez le temps de vous recentrer. Une bulle de protection, je pense. Est-ce qu'il y a une citation qui vous guide au quotidien et que vous aimeriez partager? Alors en fait, je crois que votre question me rappelle une anecdote de mon parcours étudiant. En fait, un jour dans mes études, j'avais eu une note assez décevante par rapport à mes attentes. Pourtant, j'avais assez fortement travaillé pour l'examen, mais voilà, le résultat n'était pas conforme aux attentes. Et je pense que le professeur qui m'a remis la copie a dû le détecter dans ma réaction. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit faites de votre peine une force. Sur le coup, j'ai pas très bien compris parce que ça me semblait pas nécessairement être un discours en tout cas réconfortant. Mais finalement, c'est revenu régulièrement par la suite parce que la vie est faite de joie, mais elle est aussi faite de déception. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel. Un dossier qui se passe pas comme vous l'auriez prévu, peut-être une présentation que vous auriez aimé voir différente, un résultat qui est pas nécessairement conforme à vos attentes. Et finalement, ce proverbe ou cette remarque de ce professeur à l'époque m'a permis dans ces moments d'essayer de voir quel est l'élément positif que je peux finalement retirer d'une situation négative, quel est peut-être l'effet utile que je peux en retirer pour me perfectionner par la suite. Et ça me permet en général de pas rester sur un goût amer et de me repositionner sur une dimension plus positive. Merci d'avoir partagé cette anecdote. Et donc, faites de votre peine une force. Voilà, exactement. Si vous n'étiez pas devenu avocat, est-ce que vous avez un rêve d'enfant que vous aviez aimé réaliser? Oui, je pense que j'en avais deux en tant qu'enfant. J'étais assez attiré par la profession de commissaire de police. D'accord. Et puis une autre profession qui est très différente, qui est celle j'étais intéressé par l'école hôtellerie. D'accord, très différent. Voilà, et avec l'espoir, si ça s'était fait, de peut-être devenir un chef étoilé. Donc ces deux professions m'intéressaient. Finalement, quand vous regardez, que vous comparez avec la profession d'avocat, vous trouvez des similarités. Commissaire de police, il y a la dimension investigation, c'est une dimension importante de la profession d'avocat. Vous devez investiguer les faits, et si vous maîtrisez pas les faits, tout le raisonnement juridique va être faussé. Et puis quand vous regardez les chefs étoilés, c'est vraiment une profession qui nécessite rigueur, discipline, beaucoup d'approches méticuleuses dans le travail, et puis des éléments de créativité.
qu'on doit développer dans la profession d'avocat. Vous avez déjà fait un passage de l'entreprise à l'avocature. Vous pouvez encore devenir chef cuisinier. Ouais, tout reste possible. Vous cuisinez un peu, du coup? Il y a une époque où je cuisinais un peu plus que maintenant, mais c'est devenu un peu difficile. Mais en vacances, peut-être plus. Ouais. D'accord. Bon, on suivra en tout cas votre évolution peut-être dans la cuisine, du coup, et on vous souhaite d'avoir une étoile voire plus par la suite. Pour revenir au droit, vous avez beaucoup parlé des étudiants que vous côtoyez depuis le début de votre carrière, soit en tant qu'étudiant bien sûr, puis après en enseignement. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez à ces étudiants-là que vous aimeriez partager aujourd'hui avec peut-être des jeunes juristes qui nous écoutent ou des jeunes avocats qui viennent d'être diplômés? Ouais. Alors c'est vrai que j'essaye en général en fin d'année avec les étudiants de donner des conseils, même d'ailleurs tout au long de l'année. Je fais régulièrement venir dans mes cours des professionnels pour générer des inspirations de carrière. Ensuite, je pense que le conseil principal que je donnerais, et c'est un conseil que je me suis appliqué à moi-même en début de parcours, c'est de vraiment se concentrer sur la garantie de la formation, c'est-à-dire vraiment choisir une structure pour des premiers postes qui va garantir un niveau de supervision, un niveau de formation important. J'ai eu la chance, aussi bien quand j'ai commencé en cabinet d'avocat que mes premières années en entreprise, d'être très bien entouré, avec des personnes qui ont vraiment pris le soin de corriger mes écrits, me donner du feedback, m'expliquer pourquoi certaines choses allaient pas, pourquoi certaines choses allaient bien, me donner des conseils avant de partir en négociation. Et je pense que l'erreur à ne pas commettre, par exemple, si on raisonne en tout cas entreprise, c'est de prendre un poste isolé dans une filiale sur un site sans supervision rapprochée, parce que finalement les premières années de la profession sont quand même les années les plus importantes sous l'angle de la formation. Alors on apprend évidemment continuellement, mais les premières années c'est vraiment fondamental, et je trouve qu'il faut vraiment sécuriser cet aspect de formation professionnelle. Merci Pierrick. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Écoutez, je vous remercie déjà de m'avoir invité. J'ai passé un bon moment. Je pensais qu'un podcast serait plus facile qu'une plaidoirie, mais je suis pas certain que ce soit le cas. En tout cas, c'était une bonne manière de commencer la journée. Merci en tout cas Pierrick, merci d'avoir pris le temps de partager votre vision, votre parcours avec nos auditeurs. Je suis ravie que vous ayez passé un bon moment. Ce sera peut-être du coup la suite de plein d'enregistrements de podcasts. En tout cas, je suis très ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, je vous souhaite du coup une bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end avec un petit peu d'avance. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés, et à très vite pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.